Bonjour, bienvenue. La grand reporter Maryse Burgot nous reçoit chez elle en région parisienne. Alors c'est ici que vous vous ressourcez entre deux grands reportages. Oui, c'est mon petit coin de paradis avec mes enfants bien sûr. J'aime bien quand je rentre d'une zone de conflit. J'ai besoin de 2 ou 3 jours un peu pour atterrir et je fais des choses tout à fait banales. Ranger la maison, faire un peu de cuisine, jardiner parce que j'adore ça, lire. C'est vrai qu'il faut un petit moment pour atterrir quand on revient d'une zone de guerre. Il y a un petit moment de flottement comme ça qui dure à peu près 2 jours où il faut se réapproprier la vie normale, la vie sans bombe, la vie sans risque et c'est ici que ça se passe, oui. Et donc vous lisez quoi? Tout sauf des reportages de guerre. Enlevez votre manteau si vous voulez bien. Ouais, moi je lis... Comme je lis de l'actu tout le temps, c'est la machine à laver de l'actualité pour nous les journalistes qui faisons du news. Donc je lis les hebdos, les journaux tous les jours, des essais, des documents et des romans, surtout quand je reviens de reportage, mais pas que d'ailleurs, pendant que je vais en reportage aussi. Et oui, c'est un peu, je m'oblige même moi à lire plusieurs pages par jour de choses qui ne sont pas de la politique des essais ou du news. Je m'oblige à lire de la littérature ou du roman ou autre chose, quoi. Et là, je viens de lire ce livre, par exemple, qui m'a été conseillé par un ami qui écrit des polars et qui vient de gagner le prix du Quai des Orfèvres. C'est Entre deux mondes d'Olivier Norek. Et j'aime bien parce que c'est du policier, mais un peu sociétal. Cela parle des migrants, en fait, du problème des migrants. C'est vraiment très, très bien, très bien. Très intéressant. Merci. Vous voulez vous asseoir? Allez, allez-y. Les aléas de sa carrière, sa manière de conjuguer sa vie de mère et son parcours professionnel, la journaliste les évoque dans son dernier livre, Loin de chez moi, grand reporter et fille de paysan, publié chez Fayard. Autant de sujets qu'elle aborde avec nous, tout comme ce jour où sa vie a basculé. Alors on parlait de littérature, votre vie s'est parfois apparentée à un vrai roman d'aventure. J'aimerais que vous nous racontiez ce jour où votre vie a basculé et où vous avez été prise en otage dans la jungle de Jolo aux Philippines, c'était en 2000. C'est peut-être un peu excessif de dire que la vie des journalistes est un roman. Non, pas du tout, mais quand vous êtes journaliste, reporter comme moi, il vous arrive des histoires parfois. Bon ben voilà, un jour j'ai été... alors que je tournais aux Philippines, j'ai été prise en otage, effectivement, par un groupe d'islamistes radicaux. Ça s'appelle le groupe Abu Sayyaf. C'était un peu les débuts de l'islam radical et aussi des prises d'otages de journalistes. Après, il y en a eu beaucoup d'autres avec Al-Qaïda. Et oui, voilà, vous partez en reportage et je me suis retrouvée avec... mes 2 confrères, parce que nous étions une équipe, un caméraman et un preneur de son, otages de ces gens qui n'avaient d'islamistes radicaux que l'intitulé, en fait, parce que c'était surtout des gens qui cherchaient de l'argent et qui voulaient une rançon, etc. Donc voilà, oui, cette semaine, dans la jungle de Jolo. Quelles étaient vos conditions de détention C'est très compliqué de raconter la détention des otages parce que cela diffère vraiment d'un otage à un autre, d'une histoire à une autre, etc. Donc la mienne n'était pas si terrible. D'abord parce que nous étions prisonniers dehors, aussi il faut que ça puisse paraître, donc on voyait le lever du soleil, le coucher du soleil, donc on se rendait compte du nombre de jours parfaitement bien. Les conditions sont toujours très dures au début, puisque vous ne savez pas ce qui va vous arriver, vous ne savez pas si vous allez être tué ou pas tué. Bon voilà, vous avez 2 jours de très grands flottements comme ça, où c'était compliqué. Après, on s'est installé comme beaucoup d'otages dans une forme de routine. Et voilà, bon. Je n'aime pas raconter tellement tout ça. C'était une épreuve, incontestablement, une humiliation absolue. Vous n'avez commis aucun crime, or vous êtes prisonnier. Mais je n'ai pas très envie de raconter dans le détail. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, c'est moi qui gagne. D'abord parce que j'ai continué à faire ce métier et qu'ils n'ont pas brisé ni la femme que j'étais, ni ma carrière. Donc à la fin, c'est moi qui gagne.
vous étiez néanmoins la seule femme au milieu de tous ces hommes. Qu'est-ce que vous avez ressenti vous, dans le livre que vous avez écrit récemment, vous parlez d'un puits de détresse. Oui, parce que j'étais jeune, je n'avais pas encore eu d'enfants. Or, j'avais envie d'avoir des enfants. Or, je me disais, en fait, tu ne seras jamais libérée. Et c'est ça qui était un peu stupide. C'est stupide parce que bien sûr que nous allions être libérés. Mais moi, j'avais l'expérience, en fait, de ce que sont les otages. Parce que, aussi fou que ça puisse paraître, je me souvenais très très bien des autres otages qui font partie un peu de l'histoire de France Télévisions aussi d'ailleurs, parce que nous avons eu des otages qui sont restés des années, par exemple, au Liban, dans des conditions de détention très très dures. Et donc je me disais, ça va être comme eux. Et je me suis enfoncée dans un puits de détresse parce que je pensais que jamais ils n'allaient me libérer, ou que s'ils me libéraient, ce serait beaucoup beaucoup plus tard, quand je serais une vieille dame, courbée par les ans, et je faisais ce cauchemar tout le temps dans la nuit noire de la jungle, où je me voyais, j'étais libérée, mais j'étais une vieille dame, et toute ridée, et sans aucune chance d'avoir des enfants, et ils avaient gagné. C'était ça, c'est ça qui m'a rendue extrêmement malheureuse pendant ces semaines. Et aussi, oui, bien sûr, vous êtes une femme au milieu de dizaines d'hommes en armes. Voilà, c'est très compliqué. Mais pour autant, vous avez résisté. Un jour, vous avez refusé de donner vos baskets, c'est ça que vous réclamez l'un de vos geôliers. Oui, parce que vous devenez des petits résistants. On ne peut pas résister à tout, parce que c'est parfois la mort ou résister. Mais il y avait parfois une forme de pulsion de vie, et là c'est une pulsion de vie parce que cette personne, c'est un combattant jeune, il m'a dit, moi tu me donnes tes chaussures, enfin il parlait pas du tout ma langue et moi la sienne, mais je comprends qu'il veut mes chaussures. Et là en fait on est dans la jungle et je n'aurai pas d'autres chaussures si je lui donne mes chaussures, et donc il faut marcher de temps en temps, et puis on nous faisait faire des marches d'ailleurs, et je me dis, si tu lui donnes tes pompes, c'est mort. Tu vas te blesser les pieds, ça va s'infecter, il n'y a personne pour te soigner. Et là, une pulsion de vie, je lui dis jamais, tu auras mes chaussures, et je me bats pour garder ma paire de chaussures comme si c'était le truc le plus... comme si ma vie en dépendait, d'ailleurs. Et il me menace avec son arme, etc. Et je lui dis, non, mais en fait, je te les donne pas, mes chaussures. Enfin, je lui fais... Il abandonne. J'ai gagné. Vous avez mis des années avant d'en parler. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'était faire trop d'honneur à ces hommes ? D'abord, je n'ai pas beaucoup parlé parce qu'il y a d'autres otages qui ont vécu des choses tellement difficiles que la mienne, elle n'est pas comparable. Ok, ça a duré cette semaine, c'était difficile, mais d'autres ont vécu 3 ans de prise d'otages et dans des conditions plus difficiles, enfermés dans des caves attachés à des radiateurs, ce que nous n'avons pas eu. Donc, très compliqué de mesurer la souffrance, etc. Donc c'est pour cela, et aussi je n'en ai pas parlé parce que moi je voulais continuer mon métier et je ne voulais pas qu'on se dise, oh la pauvre, on va la mettre sur une petite chaise là et puis on ne va plus jamais rien lui demander, et surtout pas des terrains difficiles parce qu'elle a vécu un truc difficile, donc je ne voulais pas raconter aussi à cause de ça. Et puis, parce que c'est une manière aussi de tourner la page. Moi, ça m'a permis de tourner la page. Maintenant, tout ça est tellement derrière moi que je peux en parler librement. Pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses dont je n'ai pas envie de parler concernant cette période. Mais elle est derrière moi. Est-ce que vous avez été accompagnée par des psys à votre retour ? Oui, j'ai eu 2 séances et j'ai dit, alors en fait, on va faire quelque chose, c'est que je ne vais plus jamais revenir. Parce qu'en fait, c'était pas ma manière à moi de m'en sortir, de toute évidence, même si je pense que c'est nécessaire dans certains cas, moi. J'avais l'impression que je remuais tout ça à nouveau là. Et donc, j'ai demandé à ne plus y aller, ce que France Télévisions m'a accordé. Et quelques semaines, mois après votre retour, vous êtes tombée enceinte. Donc votre peur était définitivement derrière vous. Voilà, c'est ça, je pense 3 mois après. Ouais. 3 mois après, j'étais enceinte. Mais néanmoins, vous aviez envie de renouer avec le terrain, il n'y a jamais eu d'hésitation là-dessus ? Non, vraiment pas. Vraiment pas. En fait, je crois que dans la jungle, c'est forgé cette idée que si je sortais de là vivante et à peu près
saine psychologiquement, ma victoire, ce sera de refaire ce métier, et exactement le même. Ah oui. Et ça, j'ai réussi. Qu'est-ce qui vous... Est-ce que la guerre vous fascine? Qu'est-ce qui fait que vous retournez sur les champs de bataille, comme ça, inlassablement? La guerre ne me fascine pas du tout. La guerre, c'est terrible. La guerre, ça mutile. Je viens de rentrer là d'Ukraine. J'ai passé quelques temps dans les tranchées avec les soldats, où il fait un froid de gueux, où ils entendent les drones russes toute la journée au-dessus de leur tête, où ils sautent sur des mines. Donc non, ça ne me fascine pas du tout la guerre, ça m'effraie, mais c'est notre devoir, notre métier, que de continuer à raconter cette guerre-là. Il ne faut pas abandonner l'Ukraine parce que ça lasserait nos téléspectateurs, mais non, aucune fascination. Et comment avez-vous réussi à mener de front votre vie de mère et votre vie de grand reporter, qui n'est jamais simple? Non, mais j'ai pas toujours bien réussi, premièrement. J'ai raté beaucoup de choses, certainement. J'ai été assez peu présente à la sortie de l'école de mes enfants, c'est sûr. J'ai parfois envié les mamans qui pouvaient faire ça, être avec un pain au chocolat à la sortie de l'école à 16h30. Évidemment que moi, non. Je n'y étais que très rarement. Je ne dis pas que c'était facile, j'en ai conçu parfois des regrets, mais au final, quand je suis là, je suis là. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que j'ai tout réussi. Et puis je fais une pause, moi. Je fais une pause puisque je suis partie avec mes enfants sous le bras. Et leur père, vivre 5 ans à Londres et 5 ans aux États-Unis comme correspondante permanente, et je n'allais pas sur les terrains de guerre. Donc mes enfants, ils ont grandi, au moins quand ils étaient bébés, pendant 10 ans, sans avoir une mère qui allait sur les terrains de guerre. Je ne sais pas que je ne travaillais pas, parce que je travaillais beaucoup, mais j'étais là, en tout cas pour Londres, quasiment tous les soirs. Aux États-Unis, ça a repris les grands voyages, parce que les États-Unis c'est très grand, donc j'étais pas là tous les soirs, mais quand même un peu plus présente que lorsque vous êtes reporter envoyé sur les zones de conflit, où ça dure parfois 3 semaines, 4 semaines, ce qui est le cas, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Vous avez ressenti de la culpabilité, ou on vous a fait sentir que... Il y a un moment où je ne me suis plus sentie tout à fait à ma place, parce que j'avais 2 bébés, et que j'étais par exemple en Irak, et ça faisait des jours et 50 jours, je crois, que j'étais en Irak, et là je me suis dit en fait je ne peux plus continuer. C'est trop long, j'avais l'impression de tout faire mal. Et donc c'est là que j'ai décidé d'être correspondante permanente. Et oui, et parfois on vous renvoie une image, même vos amis les plus proches, qui quand elles disent oh, je ne sais pas comment tu fais, comment ça, comment je fais Et ça suppose que vous abandonnez vos enfants, etc. Et puis on le reproche quand même un peu plus aux femmes qu'aux hommes, même si ça change. Fort heureusement. Et alors vous arrivez à Londres et là, pas de chance, des attentats. Ouais. Vous ne porteriez pas un peu malheur? Oui, c'est ça. On venait en fait chercher notre maison pour habiter à Londres, et il y a eu les attentats, des attentats simultanés, des attentats... Enfin, c'était la première fois qu'il y avait des gens qui se faisaient exploser, par exemple, dans le métro, etc. Et donc oui, j'arrivais à Londres pour espérer faire autre chose que la guerre, et oui, ça m'a rattrapé le premier jour. Bon, après, c'est passé. Vos fils, néanmoins, savent qu'ils peuvent vous joindre 24 heures sur 24. Vous racontez qu'en Ukraine, sous des tirs d'obus, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Mais en fait, on venait d'essuyer un tir d'obus, ouais, et du coup, il fallait vraiment quitter cet endroit le plus vite possible. On monte dans la voiture et on a un chauffeur qui roule pied au plancher parce que c'est dangereux et qu'on sent qu'on peut être visé une deuxième fois, parce que c'est souvent le cas. Et voilà, on est là dans cette voiture, on regarde si quelqu'un a des éclats d'obus, si quelqu'un est blessé. Et mon téléphone sonne. Mon téléphone était dans mon gilet pare-balles, je le prends, et c'est un de mes enfants qui me demande « Mais comment on fait pour cuire le riz déjà ?» Et là, dans l'instant, je suis ici, là, dans cette cuisine avec eux, et je raconte comment on fait le riz, pour que ce soit comme au resto, collant, tout ça. Et vraiment, sincèrement, j'oublie que je suis dans cette voiture. Et je ne lui dis à aucun moment, non mais tu plaisantes avec ton riz, parce que là, moi, il vient de m'arriver un truc terrible. Et je lui raconte comment on fait la recette de riz.
Parce que la vraie vie, elle est ici, en fait. Pour nous, nous avons cette chance. J'ai cette chance extraordinaire de vivre dans un pays en paix, d'avoir un toit sur la tête et un endroit où on peut cuire du riz. Vous voyez, c'est pas le cas de tout le monde dans le monde. Vos fils ont eu peur pour vous ou jamais? Je crois qu'ils n'ont pas peur, non. Ils me le diraient, sinon non. Ils sont assez confiants. J'ai réussi cette chose-là, je crois. J'ai pas tout réussi, loin de là. Je crois que je pars en ne transmettant pas de stress. Je pars très confiante, je ne partirai pas sinon. Et pourtant, je pars avec la conscience absolue qu'il y a un risque. Mais je ne leur transmets pas, je crois, ce stress. Et du coup, ils ne m'ont jamais dit qu'ils ne voulaient plus que je parte. Vous leur racontez un petit peu ce que vous avez vu quand vous rentrez? Mais non, je ne m'étends pas quand même pendant... Et puis chacun ses problèmes. Ce sont des... jeunes gens qui ont leur vie, leurs propres ennuis à eux, leurs agendas de jeunes gens de 20 et 23 ans. Je ne raconte pas mes guerres à mes enfants, non. On parle incidemment, là, mais je ne me mets pas à la table et je dis, bon, alors je vous raconte. Non, vraiment pas. Et vous n'avez pas forcément raconté toutes vos guerres à vos fils, mais l'un d'entre eux suit votre voie. Racontez-nous un petit peu. Mais en fait, il voulait pas être journaliste, mon deuxième fils, mais il est parti aux États-Unis pendant 1 an parce qu'il est très débrouillard. Alors, il a obtenu une bourse d'études parce qu'il joue bien au foot. Et donc, aux États-Unis, ils aiment bien prendre des petits Français pour jouer au football dans les universités. Et donc voilà, il est parti aux États-Unis, il a fait ça pendant 1 an, et puis il a commencé à faire des images dans son université, là, il filmait les matchs de foot et tout ça, et il est revenu et il a dit, moi en fait, finalement, je vais être journaliste, et puis je veux tourner, je veux filmer, je veux tourner des choses. Et là, les bras m'en tombaient parce que vraiment, ils ont toujours dit, mes 2 enfants, là, mais toi, tes emplois du temps, là, jamais on fera tous... Et puis voilà, en fait, maintenant, il veut être journaliste, et puis même, il dit, non, mais je veux faire comme toi, je voudrais bien aller dans les zones de conflit. Mon son papa est journaliste et JRI, journaliste reporter d'image, il tourne aussi. Donc c'est son papa aussi qui l'inspire beaucoup. Et vous avez peur pour vos fils? Eux n'ont pas peur pour vous, mais est-ce que vous avez peur pour Je crois que non. Moi j'ai peur quand ils sont en scooter dans Paris, et parce qu'ils sont en scooter tout le temps. Là oui, j'ai peur, ouais. Mais je sais déjà que s'ils décident d'aller sur des zones de guerre, je ni le veux ni ne le veux pas, c'est son choix, vraiment, il fera exactement ce qu'il veut. Jamais je lui dirai que j'ai peur. Et quel regard portent vos parents sur votre destin? Ouais, mais mes parents, ils sont un peu comme ça aussi, c'est-à-dire que mes parents, ils ne m'ont jamais dit non, mais vraiment, on a tellement peur pour toi. Rarement. C'est arrivé, mais tellement rarement. Le reste est plus fort, le fait que finalement ils ont une fille qui fait quelque chose que personne ne fait vraiment dans le milieu duquel je viens, qui est d'un milieu rural et paysan et tout ça. Donc je crois que le reste est plus fort que la peur que leur fille... Puis ils me voient faire ça depuis tant d'années, ça se passe bien finalement, donc voilà. Ça va, merci beaucoup. Avec plaisir. Le jour où ma vie a basculé est un podcast de Gala. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.